Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau TV du Salon à l'envers 2017, sa 22e édition ici à Thionville en Moselle. Enjeux économiques, dynamique démographique, attractivité des territoires, coopération transfrontalière, la grande région, je crois, n'est pas avare d'enjeux à prendre en compte par nos décideurs. L'un des sujets qui semble se situer réellement au cœur de ces enjeux, la mobilité des travailleurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités de marque pour un court dialogue autour du thème. Quand je dis court, il pourra être musclé peut-être, on verra bien. Le télétravail transfrontalier de la fiction à la télé-réalité. Nicolas Schmitt, bonjour. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Grand-Duché de Luxembourg. Bienvenue à Thionville. Vous venez de Bruxelles. Merci d'avoir fait cet effort de descendre un petit peu plus au sud de Luxembourg avant de repartir assez vite. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Docteur Pierre Cuny, merci de nous accueillir dans votre belle ville de Thionville. Vous en êtes le maire. Faut-il rappeler que vous êtes aussi le président de la communauté d'agglomération Porte de France Thionville. Et Frédéric Schnur, bonjour également. Vous êtes président du réseau Grand Est numérique. Merci d'être avec nous cet après-midi. Messieurs, un peu d'actualité d'abord, si vous en êtes d'accord. Nous vivons ensemble depuis ce matin, je l'ai dit, la 22e édition du Salon à l'envers. Pas de doute, ce rendez-vous est maintenant incontournable en Moselle, en Lorraine, dans le Grand Est depuis peu de temps et peut-être aussi dans la grande région. Quel est votre sentiment, monsieur le maire ? Très fier. Tout d'abord très fier de voir ces intelligences se retrouver en un seul endroit. Très impressionné par le dynamisme que nous donne la société, ce que je vais appeler civile, et surtout du monde économique, commercial, d'une manière générale, et qui doit pour nous être un exemple, nous les politiques, pour qu'on puisse avancer, puisque ce salon, c'est quelque part l'exemple que la collaboration et la coopération nous permettent de faire des choses peut-être qui étaient inaccessibles si on avait été seul. Voilà, donc... Alors est-ce que cet événement sonne pour vous ou résonne pour vous un peu grande région, hein ? Est-ce qu'on pourrait qualifier cet événement de respirant l'esprit grande région ? Moi j'ai toujours placé mon action politique dès que je me suis engagé dans la coopération, dans une vision du territoire au-delà largement des frontières thionvilloises. Je suis, comme vous le savez, nancéen et lorsque je suis arrivé ici en tant que médecin dans la région de Thionville, j'ai tout de suite été impressionné, c'était en 1982, monsieur le ministre, par le dynamisme qu'il existait du côté luxembourgeois et par l'habitude qu'avaient pris nos concitoyens, que ce soit d'ailleurs à l'époque français allant travailler au Luxembourg, ou luxembourgeois allant faire leurs courses à Thionville, de voir que cet espace avait été approprié en fait par nos concitoyens. Et c'est plutôt sur le plan politique, mais là je mets une pierre à tout le monde, parce que moi je n'étais pas, M. Schmitt n'est certainement pas non plus aux affaires, mais on n'a pas pris conscience de ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que cet espace a été pris par nos concitoyens, c'est à nous maintenant de le faire avancer très rapidement. Et donc mon action a toujours été tournée vers fédérer les EPCI qui nous entourent, travailler main dans la main. Alors, moi, je ne peux pas travailler avec le gouvernement luxembourgeois, mais je peux être un facilitateur ou un créateur d'idées, et vraiment avoir toujours cette idée de travailler dans cet espace commun, qui est un espace partagé entre, on va dire, le Nord-Lorraine et le Luxembourg. Donc ce salon, plus que jamais à Thionville, mais dans un esprit grande région, pour finir sur la question que je vous posais. Oui, puisque je l'ai annoncé ce matin, j'ai dit je veux vraiment faire de ce salon le salon incontournable du Grand Est en ce qui concerne les rencontres d'une manière générale économique et commerciale. Frédéric Schnur, vous êtes un homme de réseau, on va en parler, mais vous êtes aussi un homme d'entreprise, un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce que vous venez chercher dans un salon comme le Salon à l'envers à Thionville ? Alors, moi, ça fait depuis 97, je crois, que je viens au La deuxième édition. Ça devait être ça, ouais. Je travaillais crois. à l'époque à Metz et on travaillait déjà avec des clients et des fournisseurs au Grand-Duché. Donc pour moi, ici, c'est un lieu où finalement on vient se poser pour se rencontrer et c'est comme ça qu'on fait des affaires. C'est quand les hommes avec un grand H se rendent compte que ces affaires se nouent le plus facilement. Et donc pour moi, c'est un lieu naturel pour venir à la rencontre de nouvelles personnes ou revoir les anciennes. Et bien entendu, il est forcément grand régional vu la position qu'il a et vu l'intérêt qu'il porte du côté grand-ducal. Pour moi, c'est un lieu logique, j'aurais même presque tendance, c'est évident
que cet événement se passe et qu'il se positionne ici et qu'il ait le succès qu'il a depuis, vous voyez, en 97, et ça tournait déjà pas mal. Monsieur le ministre, vous passez quelquefois la frontière, même assez souvent. Je crois que vous connaissez bien ce territoire maintenant. Vous êtes souvent invité d'honneur de différentes personnalités qui souhaitent vous rencontrer, discuter, négocier. Est-ce qu'on pourrait juste faire un petit focus sur les relations actuelles entre notre beau pays qu'est la France et votre beau pays qu'est le Grand-Duché de Luxembourg? Je crois que ces relations sont excellentes à tous les niveaux, au niveau politique, je dirais, plus global, au niveau européen. Je crois que nous admirons beaucoup les positions françaises en matière européenne. Je crois que nous attendons beaucoup aussi de la France sur le plan européen, sur la relance de l'Europe, parce que nous sommes d'abord des Européens dans cette région. C'est ici que l'Europe est née d'une certaine manière. Et donc, il est absolument nécessaire que tous ceux qui croient au développement de l'Union européenne vraiment se mettent à la tâche. Et je crois que la France, mais avec l'appui de pays comme le Luxembourg, on peut véritablement relancer l'Europe. Et sur la grande région, je crois que ça, c'est là où l'Europe se construit concrètement pour le citoyen. C'est là où finalement le citoyen doit ressentir l'Europe. Parce que, vous l'avez bien dit, monsieur le maire, cette grande région s'est faite en dehors des politiques. Elle s'est faite parce que les frontières existent toujours, mais existent un peu moins, ou existent beaucoup moins maintenant. Et ce sont les citoyens, ce sont les travailleurs, ce sont les entreprises qui ont montré que cette Europe existait. Et donc les politiques ont un peu pris le train en marche. Et ce train ne va pas suffisamment vite. Donc il faut vraiment mettre un peu d'énergie en plus pour que ce train rejoigne les besoins, les aspirations de nos concitoyens. Alors je reste un instant sur cette relation franco-luxembourgeoise. Vous rencontrez souvent des interlocuteurs très différents et parfois peut-être un peu trop nombreux. C'est ce qu'on entend parfois de l'autre côté de la frontière. Vous avez ici Pierre Cuny, vous avez de temps en temps Patrick Weiten, vous pouvez avoir actuellement Jean-Luc Baul et puis demain peut-être un nouveau président de la région et puis il y a un monsieur le préfet et puis de temps en temps vous êtes à Paris. Vous aimez aller à Paris. Donc ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Est-ce que finalement ça ne fait pas trop de monde pour travailler concrètement sur des projets ? Je crois qu'il n'appartient pas au Luxembourg de faire la réforme administrative ou la réforme de décentralisation de la France. C'est pas le sens de la question. C'est ça. Mais il est clair que parfois, mais ça peut être le cas dans d'autres pays voisins aussi, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un pays relativement, aux dimensions relativement petites pour savoir exactement vers qui il faut aller. Je crois que du moment où les compétences sont bien définies, où parmi les interlocuteurs qu'on a, on sait que quand on a pris une décision ou quand on a un projet, le projet est porté, le projet avance, bien, il faut effectivement s'adapter à cette multiplicité qui est simplement du fait d'un grand pays qui a effectivement plusieurs niveaux. Ce serait plus facile d'avoir un seul interlocuteur, mais je suis réaliste, donc je peux pas... C'est bien de l'avoir dit quand même. Merci. Frédéric Schnur, avant de parler de numérique, évidemment, c'est votre sujet de prédilection et vous êtes aussi là pour ça. Les frontières, ça a été un peu évoqué. Est-ce qu'elles ne demeurent finalement pas plus encore un peu dans les esprits? C'est vrai que physiquement, on a l'habitude de coopérer et en même temps, on sent bien qu'il y a des projets qui tardent à sortir de terre et quand ils sont sortis de terre, ils n'aboutissent pas forcément rapidement. Vous êtes un dirigeant et je sais que vous n'avez pas forcément la langue dans votre poche, donc exprimez-vous aujourd'hui. Oui, bon, c'est-à-dire que nous, on vit dans un monde, alors je mets une petite gouttelette de numérique là-dedans, c'est-à-dire que les frontières... Franchement, quoi, c'est bien, administrativement, il en faut. Et comme le disait monsieur le ministre, et d'ailleurs Pierre Cuny aussi, on vit dans des bassins. Ces bassins sont naturels. Les allers-retours des côtés de la frontière, pour nous, on passe pas une frontière. C'est nos potes, nos voisins, nos collaborateurs, nos clients et nos... Donc pour nous, toute cette lourdeur, cette lenteur-là, elle ne fait que brider notre capacité à aller plus loin avec... Dites-le, ça vous énerve.
ça nous gonfle, si vous voulez même un terme Bon, un peu plus enfin, funky. moi, C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous voulez que j'aille jusqu'au bout? Merde, quoi. On y va ou on n'y va pas? On attend quoi? Que ça se réveille à Paris, parce qu'éventuellement, peut-être, à un moment, ils vont considérer que, par ici, c'est vrai qu'il y a une réalité. Ce qu'on veut, c'est que cette réalité, on la connaît. Enfin, moi, depuis que j'ai commencé à bosser, ça a toujours été comme ça. C'est les serpents de mer, c'est tout ce qu'on veut, mais à un moment ou un autre, quand est-ce qu'il y en a un qui décide une bonne fois pour toutes, puis qui arrête de se planquer derrière toujours une excuse ou une autre? On en a besoin, je veux dire, on est bridé. Imaginez si on enlève la bride, ce que ça peut faire. Il faut des limites. Il faut J'ai des pas dit cadres. Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais là, on a carrément un mur, quoi, dans certains cas. À un moment ou un autre, on peut pas discuter avec Monsieur le Ministre sans faire intervenir Paris et tout ça. Non, Faut Jean-Pierre arrêter. Georges a organisé les choses pour que vous soyez voisins. Pardon. Merci, Donc, Jean-Pierre. il faut quand même redire les choses. Vous êtes, c'est vrai, un symbole de l'ouverture. Le numérique ne connaît que très peu de frontières. Les limites sont surtout techniques, technologiques. Donc, c'est lié au cerveau des humains qui s'occupent du numérique. Comment faire de ce numérique un atout pour favoriser le business en grande région? Restons circonscrits sur notre territoire. Comment est-ce qu'on peut mettre en place de nouvelles infrastructures, de nouvelles approches économiques pour faire du numérique l'atout peut-être numéro 1 pour développer le business en grande région? Alors, du point de vue du numérique, au milieu du numérique, au milieu de l'Internet, il y a cette logique de toile et de contact, de partage. D'accord ? Donc, si on voulait faire quelque chose de simple, on mettrait déjà des moyens, ou on trouverait des moyens d'interagir de façon beaucoup plus directe dans ces bassins, entre les deux pays et directement entre les acteurs économiques, en s'affranchissant un petit peu des limites politiques, parce qu'elles ont, comme vous le disiez tout à l'heure, des réalités, des nécessités. Mais nous, on fait du business ensemble. Donc, ce business, aujourd'hui, il est ouvert. Et de ce côté-là, les frontières sont tombées. Donc ça, c'est le côté applicatif. Ensuite, il y a la façon dont on échange les choses. Vous parlez d'infrastructure. Moi, j'ai commencé à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en 2001. La première fois que j'ai franchi cette frontière, c'était déjà sacrément stressant. Et aujourd'hui, moi, je travaille en temps décalé sur le Grand-Duché parce que c'est hors de question que je viens de me mettre dans cette NAS qui commence à 5h30 et qui finit à 8h30, 9h. Et idem le soir. Donc en termes d'infrastructure, je pense que de mon vivant, j'ai 43 ans, de mon vivant, il n'y aura pas d'autoroute ici qui viendra renforcer la capacité à aller plus vite. De mon vivant, je pense que ce ne sera pas possible, pour deux raisons. Un, parce que de toute façon, ça fait 30 ans que ça dure, et puis ils ne vont pas réussir à régler le problème. Et ensuite, entre le moment où ça va commencer la construction, on va y arriver, il y aura encore d'autres soucis. On ne va pas chercher midi à 14h. Et deux, il y a le numérique, il y a la technologie, il y a l'évolution. Ce qui se passait il y a 20 ans, à la limite, sur l'autoroute, aujourd'hui, elle est trop petite, mais demain, est-ce qu'on aura besoin d'une troisième voie ou d'une quatrième voie? Est-ce que la façon dont on va travailler va pas changer? Moi, je vous le dis, elle change. Moi, je travaille en nomade. 5 minutes avant d'être sur ce plateau, j'envoyais des mails, j'étais en train de répondre à des collaborateurs, j'étais sur une réunion en ligne. J'ai pas besoin obligatoirement de me déplacer. Les déplacements eux-mêmes varient, l'automatisation des véhicules, etc. C'est un peu ce que vous avez développé comme concept avec Grand Test numérique, finalement. Parce qu'on pourrait aussi parler de travail entre l'urbain, le périurbain, le rural. Oui. On est dans les mêmes problématiques. Oui. Donc est-ce que c'est un peu cette réussite-là que vous aimeriez approcher au niveau de la grande région ? Alors, on ne veut pas s'attribuer des choses où on a participé, qu'on n'a pas forcément créé, qu'on a exploité, etc. Donc là, sur ce biais-là, non. Mais oui, on pense que de toute façon, les méthodes de travail ont déjà changé dans les têtes des gens. Pas forcément des dirigeants, parce qu'il y a des anciens réflexes. On va y venir. Il faut pointer, etc. Mais la réalité, elle est là, elle est sous nos yeux. Il suffit juste qu'à un moment ou un autre, on appuie sur le bon bouton et que ça se déploie. Et c'est plus de vie, plus de meilleure vie pour tout le monde, à la fois au travail et à titre personnel. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on vient s'installer dans un bassin? C'est bien y vivre, ni plus ni moins, au travail comme dans sa vie personnelle. Alors Pierre Cuny, vous portez un projet emblématique, je crois qu'on peut le qualifier de tel, visant la mise en place du S-Hub ici à Thionville pour les frontaliers. La première pierre a été posée cette semaine, hier je crois bien, si je suis bien informé. Donc c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, mais à travers ce que vient de dire Frédéric, la réponse de la création, on va dire, de centres de travail, de télétravail, on peut l'appeler, dans des espaces de coworking. Je vais revenir un peu sur la définition de télétravail. Elle est déjà donnée. Et j'ai envie de dire, on est déjà en retard. C'est-à-dire que lorsque je porte ce type de projet, je sais déjà que je suis déjà en retard et que le temps que ce projet arrive dans l'aboutissement, dans les 2-3 ans, il sera naturel ou évident que le télétravail, d'une manière générale, sera généralisé. Pourquoi ? Parce que, effectivement, lorsqu'on parle de troisième voie,
je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit M. Junior. J'espère qu'on verra la troisième voie avant ta mort, sauf si celle-ci survient dans 2 jours. Mais j'espère que ça arrivera le plus tard possible. Mais non, je pense que ça verra. Mais ça sera un élément. Et puis on sait que le cadencement des trains, ça sera un élément. Mais l'augmentation du nombre de postes au Luxembourg est tellement importante que à la fois nos amis luxembourgeois et à la fois nos amis nous-mêmes, nous avons besoin de l'un de l'autre. Nous avons besoin de la main-d'œuvre française qui est qualifiée. Et inversement, on a besoin peut-être du côté luxembourgeois qu'on puisse nous permettre de travailler sur du télétravail ou ce que j'appelle du travail déporté. Alors, le concept, le télétravail, pour moi, il y a des limites. Et les limites, c'est l'absence de limites, justement. Je ne suis pas pour le télétravail à domicile. Bien sûr que ça se fait, et bien sûr, on en fait tous. Mais je pense que sur le plan de la santé au travail... On en fait tous en dehors des heures de travail, voilà, très souvent. Ce que je dis, c'est que la santé au travail est un élément qui ne me permet pas d'accréditer de façon illimitée le télétravail à domicile. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Quelles sont la jurisprudence si vous tombez dans l'escalier avec votre tablette? Voilà. Alors que là, le concept que nous portons, c'est un concept d'espace dans lequel les travailleurs pourraient se rendre 2 heures par jour, 3 heures par jour, 1 jour par semaine, afin à la fois, et M. Schnur l'a très bien dit, il y a des périodes de la journée où nous pouvons faire Thionville-Luxembourg en 25 minutes sans aucun problème. Le problème que nous avons, c'est 6h, 9h, et c'est 16h, 19h, grosso modo. C'est comme sur la couronne parisienne. Si vous tombez dans ces axes-là, c'est fichu. Et donc, le but, c'est de développer des espaces dans lesquels on trouvera espace de covoiturage, crèche, service à la personne, espace dans lequel les gens pourront faire du télétravail, soit seuls, soit ensemble, où des managers, notamment d'entreprises luxembourgeoises, pourront venir faire des réunions, des meetings, je m'excuse de parler avec un anglicisme, mais des meetings sur Thionville, en sachant que ce premier bâtiment est un bâtiment pour moi vitrine. Il y a encore effectivement, Monsieur le ministre, des obstacles à lever, mais je pense que globalement, nous savons que si un salarié passe moins de 20% de son temps en France, la législation qui s'applique, c'est celle du Luxembourg. Et donc, pour moi, j'en reviens sur ce que disait M. Schnur, pour moi, les obstacles, ils sont encore dans la tête, mais ils ne sont plus dans la réalité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on avance, mais sans froisser personne, avec beaucoup d'empathie pour les uns et les autres, en disant que c'est ensemble que nous allons réussir ce pari. C'est ensemble, c'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Et je sais que ce pari, il va marcher parce que ça ne peut pas être autrement. Alors votre emblème, votre vitrine, elle sera opérationnelle à quel moment? Sur combien de mètres carrés? Ça peut accueillir combien de travailleurs de manière simultanée? Quelques éléments concrets si vous voulez bien. Dans un premier temps, ce bâtiment, puisque nous avons 2 bâtiments, un bâtiment qui se développe à destination des frontaliers, donc le long de l'autoroute, et là, le fameux pôle numérique dans lequel nous allons installer des start-up à la gare, avec cette requalification complète de la rive droite. Sur ce bâtiment dont nous parlons, à destination plutôt des frontaliers, c'est 5 étages de 450 mètres carrés, dont 2 étages, donc 900 mètres carrés, seraient à destination donc, de frontaliers qui viendraient faire du télétravail, je le dis bien, soit seuls, soit à plusieurs, permettant le covoiturage. Et là, on a une réponse. Mais quand on prend ce problème en tirant, c'est une réponse à tiroir, puisqu'on peut définir. Alors, ce n'est pas la réponse unique, et là, je pense qu'on partage avec le ministre tout à fait cette opinion. Ce n'est pas la réponse unique, mais c'est une réponse donc à tiroir, donc 160 postes dans un premier temps, qui pourraient s'adresser de façon un peu expérimentale, de façon... permettant peut-être d'externaliser ce concept, donc à environ 1000 personnes. Puisque les projections que nous avons faites, c'est 10 000 personnes. 10 000 personnes, oui. Et on s'appuie sur des études qui ont été faites auprès d'entreprises luxembourgeoises qui accepteraient donc de jouer le jeu. Parce que... mandats, oui, non, oui, bien sûr. À quelle échéance donc? Fin 2018, bâtiment, première pierre posée. Livraison du bâtiment avec les aléas qu'on peut connaître sur le plan climatique, puisque nous avons quand même des hivers parfois un peu rigoureux. Là, on n'est plus en hiver. Là, Monsieur le maire. Voilà. Non, mais c'est mieux qu'à Marseille ici, hein, c'est clair. Hein. Mais donc, fin 2018, premier trimestre 2019. Très bien. Vous êtes reconnu pour être un homme pragmatique. Est-ce que ce que vous qualifiez de vitrine pourrait devenir un modèle
qui pourrait être diffusable. Alors ça n'intéressera peut-être pas nos amis luxembourgeois, mais sur d'autres territoires. Il y a juste 500 km et quelques de frontières pour la seule région Grand Est, avec nos voisins allemands, belges, bien sûr luxembourgeois et suisses. Est-ce que vous voulez faire école? Comment ça pourrait être pris en compte? Moi, j'inscris toujours mon action politique dans la création. Je suis un bâtisseur. Puis une fois que c'est fait, il faut que ça serve aux autres. Lorsque j'avais présenté ce projet au président Richer, il a tout de suite tilté, je m'excuse d'utiliser aussi un mot familier, en se disant, mais Pierre, on va travailler sur ce concept sur Thionville, et il faut qu'il puisse être un concept externalisable sur l'ensemble des 500 km, puisque je rappelle que les problématiques que nous avons en termes de mobilité, on retrouve les mêmes à Annecy, on retrouve les mêmes à Bâle, on retrouve les mêmes à Strasbourg, et ainsi de suite. Tout à fait. Et lorsque, dans le projet que nous avons, c'est 4 bâtiments sur Melbourg, donc à la sortie de Thionville, dans mon idée, c'est 1 ou 2 bâtiments à Thionville dans un premier temps, et si ça marche, il faut l'externaliser ailleurs, il faut l'externaliser bien sûr sur notre territoire nord-mosellan, voire sur le territoire, donc au-delà du Nord-Moselle, en ce qui concerne notamment le Bas-Rhin au Rhin. Mais je sais que ça va marcher. Ça ne peut pas être autrement, parce que c'est tellement un projet dans lequel on retrouve que des avantages. On a des obstacles encore à régler sur le plan fiscal, mais il n'y a que des avantages. Puisque aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes qui habitent Shanghai, qui habitent Hong Kong, et qui font du télétravail pour des entreprises qui sont en France. Et nous, on n'est pas capable à 20 km ici, alors que nous avons des problèmes de mobilité extraordinaires, que nous déployons peut-être des moyens financiers exagérés, puisque je rappelle que l'autoroute A31, c'est 1,4 milliard. 1,4 milliard, c'est quand même pas rien, quand même. 1,4 milliard, alors que nous avons une solution, je veux dire, qui est clé en main, sur lequel il va falloir régler, il va falloir que nos parlementaires aussi montent au créneau pour qu'il y ait vraiment un ajustement et un équilibre qui se fasse des deux côtés. Mais moi, j'y crois, mais je suis sûr que ça va marcher. On l'entend que vous y croyez. Nicolas Schmit, le gouvernement luxembourgeois préside, tout le monde le sait maintenant, le sommet de la Grande Région pour une bonne année encore, et ça fait déjà 10 mois que vous y travaillez ardemment. Est-ce que la mobilité trouve sa place dans les projets phares de cette présidence luxembourgeoise ? Je pense d'abord que la mobilité, c'est un des points centraux. Je crois que s'il y a un point qui tracasse un peu tout le monde, c'est le problème de la mobilité. Et ce que Monsieur le maire a dit, en effet, ce qu'on vit ici, entre Thionville, Luxembourg, voire Metz, Luxembourg, etc., c'est la réalité. Ce matin, je suis allé à Bruxelles, et j'ai fait le trajet en 1h30, mais les derniers 30 km m'ont pris 1 heure. Bien sûr. Donc, toutes les agglomérations sont confrontées à ce problème. Congestion. Bon, je n'ai pas besoin de parler. Donc, c'est pas le fait qu'il y a une frontière qui pose le problème majeur. C'est que du moment où vous avez une certaine concentration d'activité, il y a des flux, parce que les gens n'habitent plus là où ils travaillent, c'est une réalité, vous avez ces problèmes de mobilité. Donc il faut effectivement s'attaquer à ce problème de mobilité. Il n'y a pas une solution unique, il faut différentes solutions à ce problème. Vous l'avez dit, il faut améliorer le transport public d'abord, je crois. Il y a là une marge qui reste, à mon avis, qui est considérable, importante. Et là, dans les têtes, dans les systèmes, on l'a vu même à travers les accidents qu'il y a eu, mais aussi dans l'organisation, etc., entre les différentes sociétés de chemin de fer, il y a un problème majeur qu'il faut résoudre. Il faudrait là où il y ait une volonté commune pour organiser ce transport ferroviaire. Ça voudrait dire qu'elle n'existe pas? Vous dites il faudrait. Oui, ça n'existe pas suffisamment. Ça s'est un peu amélioré. D'ailleurs, ça s'est plus vite amélioré du côté français que du côté allemand. Parce que je fais les mêmes exercices du côté allemand. Et là, par exemple, il y a des blocages totaux du côté allemand pour dire un frontalier qui vient de Trèves, qui prend un train pour aller au Luxembourg, c'est un voyageur international. C'est une absurdité. Donc, je crois que du côté français, il y a quand même eu un progrès à ce niveau. Mais il faut rendre il faut davantage de capacités. Il y a un projet pour augmenter les capacités, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, il y a aussi un problème pour augmenter les lignes de chemin de fer entre nos pays. Et je crois que c'est peut-être plus urgent encore que l'autoroute.
Et deuxièmement, il y a possibilité d'avoir des transports par bus, c'est sous-développé. Il y a tout ce que vous avez souligné en termes de covoiturage, qui n'est pas suffisamment développé. Peut-être un jour faudra-t-il arriver à un système où les gens qui sont seuls dans leur voiture soient pénalisés. Donc il faut être imaginatif, innovateur. Et puis mon dernier point, c'est qu'il faut effectivement réfléchir sur le changement au niveau du travail. Le travail est en train de changer complètement. Donc l'organisation du travail doit aussi changer complètement. Alors justement, quand on interroge des salariés, il y a une récente étude qui, alors elle vaut ce qu'elle vaut, où à peu près 60% des salariés disent « oui, moi le télétravail, ça m'intéresse, je suis d'accord ». En face, vous avez un chiffre de l'Union européenne qui dit que seuls 3% des salariés dans l'Union, des 28, oui. Pour l'instant, des 28, plus de 6 au Luxembourg. Plus de 6 au Luxembourg, mais 3% au niveau de l'Union européenne. Donc on est peut-être encore un peu loin. Il y a encore une marge énorme à franchir. D'autant plus que vous rajoutez là-dessus les problématiques que vous avez déjà citées, messieurs, les problématiques fiscales. Sécurité sociale, etc. Comment est-ce qu'on peut avancer concrètement? Est-ce qu'il y a des chantiers, des travaux en cours sur ces petites questions? Parce que oui, tant que c'est en dessous de 20%, d'accord, mais une fois qu'on est à 21%, on fait quoi? Voilà. Comment est-ce qu'on règle ces questions-là? Nous, on pourrait le régler très rapidement. Je sais bien. Et nous ne pouvons pas le régler. Donc là, il y a d'autres règles qu'il faut adapter, qu'il faut changer. C'est en partie entre nos deux pays, c'est en partie aussi à un niveau européen qu'il faut le modifier. Et ça montre une fois de plus que la politique est en retard des évolutions technologiques, des pratiques au niveau de l'économie. Et donc, il faudra accélérer un peu ces discussions, ces négociations. Il faudra trouver un équilibre qui, à la fois, reste attrayant pour les personnes, pour les salariés, qui reste attrayant pour les entreprises, qui ne complique pas administrativement les choses à tel point que les gens disent non, moi j'aimerais bien faire ça, mais je ne le fais pas parce que toutes les difficultés administratives me découragent. Donc je crois que ça, c'est une question de volonté politique pour y arriver ou ne pas y arriver. Vous avez la volonté politique vous-même? Bien sûr, vous avez la volonté politique. Parce que moi aussi, je suis conscient quand une personne qui travaille à 25 km qui habite à 25 km de son lieu de travail, passe 1h30, fois 2, 3 heures, parfois plus de 3 heures, dans des embouteillages, c'est du gâchis de temps, c'est du stress, oui. C'est de la pollution, c'est tout ce que vous voulez. Donc il faut trouver une solution. Elle n'est pas toujours facile parce que tout le monde ne peut pas travailler dans un système de télétravail, c'est clair. La vendeuse qui travaille à Luxembourg ne peut pas manifestement travailler en télétravail, mais il y a beaucoup de métiers qui, en partie du moins, peuvent travailler de cette manière. Donc je crois qu'il faut aborder le problème de façon pragmatique, comme une solution parmi d'autres. Frédéric Schnur, travailler à distance, ça veut dire des réseaux numériques performants, sécurisés. Est-ce qu'on est suffisamment avancé aujourd'hui pour, par exemple, dire à un grand donneur d'ordre luxembourgeois, oui, pas de problème, mon salarié peut travailler de l'autre côté de la frontière, même s'il n'y a plus de frontières. J'ai confiance dans les réseaux numériques qu'il va utiliser. On sait sécuriser des réseaux au Grand-Duché, on sait sécuriser des réseaux en France. D'ailleurs, il y a une partie des réseaux locaux ici dans cette région qui sont opérés par des opérateurs luxembourgeois. Donc, du point de vue de la sécurité, on peut tout à fait être en insécurité d'un côté comme de l'autre de la frontière dans une entreprise ou dans un lieu. Donc ça, déjà, la question est réglée, c'est pas un souci. Donc pas de cyber-risque. Mais le cyber-risque, on l'a de plus en plus, il existe toujours. Après, on est aussi, et je rappelle sur la technologie, en train de faire évoluer un certain nombre de technologies, notamment l'ordinateur quantique ou la blockchain, qui vont compliquer considérablement la capacité à aller venir. Donc, une fois que ça se sera posé, les problématiques de sécurité se poseront différemment. Le vrai problème de sécurité, comme on dit chez nous, il est entre la chaise et le clavier. Il est là le problème, c'est l'opérateur lui-même. Il est là le problème de sécurité. Ailleurs, on sait faire. Donc ça, c'est pas un souci en soi. Ensuite, dans la logique
je vous rejoins tous les deux. Pour moi, et vous disiez, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, c'est ici que l'Europe se fait concrètement. Concrètement, on bosse concrètement, pas dans le futur, mais dans le présent, en temps décalé, en fonction des besoins, l'histoire de que ça se libère. Déplacer des populations de façon obligatoire, pourquoi tout le temps? Certains métiers le peuvent, d'autres ne le peuvent pas, mais il y a encore d'autres possibilités qui existent. Et c'est toujours un faisceau, c'est comme l'énergie, on ne va pas faire que de l'éolien, on va aussi faire... c'est toujours un faisceau d'énergie, de solutions qui font qu'au bout d'un moment, on arrive. Ensuite, sur l'habitude des gens, moi, la statistique que vous donnez, je la trouve particulièrement bizarre, parce que 3%, ça fait vraiment pas beaucoup quand on sait les avantages que ça a. Moi, ma compagne passait... Je vous donnerai mes sources, bien sûr. 9,5 jours de sa vie dans les transports pour aller jusqu'à l'époque à Kirchberg, en partant de Metz à l'époque. 9,5 jours de sa vie à stresser dans les... Et alors après, si c'est dans une voiture ou ça peut être dans le train où on est serré comme des sardines, ou dans les bétaillères avec les chauffeurs au Luxembourg qui parfois ont bien la pêche quand ils freinent, etc. Donc c'est aussi du temps de vie qui sert à rien, et je suis parfaitement d'accord. Et si on peut le réduire, on va agir partout et pour tout le monde dans le bon sens. Et puis les autres Européens, vous regardez qu'ici, l'Europe, elle se vit. Elle se fait peut-être, mais c'est surtout qu'elle se vit. Nicolas Schmitt, au Grand-Duché du Luxembourg, il y a la ville de Luxembourg qui est un des exemples qu'on cite souvent, parce que la ville de Luxembourg a embrayé le pas depuis très longtemps dans cette démarche de télétravail. Est-ce que vous avez des retours sur cette expérience? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Je cite cet exemple parce qu'il est un peu connu, mais on peut en prendre d'autres, évidemment. Bon, maintenant, c'est relativement marginal en termes de nombre de personnes qui travaillent comme cela. Mais je crois qu'il n'y a aucun problème, ça fonctionne. À tel point maintenant que l'État luxembourgeois a décidé aussi d'introduire le télétravail pour certaines fonctions, pour des personnes qui peuvent travailler de cette manière-là. Donc, je crois que les expériences positives sont là. On n'a plus besoin de démontrer que ça marche, que c'est un plus, que ça facilite la vie à beaucoup de gens et que ça diminue pas la productivité des personnes. Je crois que c'est cela aussi. Parfois même, je pense que ça pourrait même augmenter la productivité. On peut en effet en discuter. Voilà, mais je suis tout à fait d'accord que ce qui est quand même important pour beaucoup de personnes, c'est qu'il faut garder un lien, le lien social. Donc maintenant... Et managérial. Oui, donc les deux. Les deux se superposent un peu. Donc, donc il y a des formules comme les endroits de coworking qui peuvent être une bonne solution pour un certain nombre de personnes, parce que là, vous pouvez rassembler un certain nombre de personnes avec un service ou des personnes qui travaillent, qui interagissent de toute manière. Donc, ce sont des solutions que chaque entreprise doit inventer pour elle-même. Et là aussi, il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Mais en tout cas, les expériences sont positives. Monsieur le maire, on parle beaucoup de travail et de télétravail. Je sais que vous travaillez aussi sur d'autres projets avec vos amis et voisins luxembourgeois, notamment avec François Bauch, le ministre du Développement durable et des infrastructures, pour les loisirs. Vous parlez de vélo, vous parlez de choses à développer ensemble sur rendre plus accessibles des voies qui pourraient mener des gens qui partent du Luxembourg ou de chez vous et aller voir le pays voisin, mais pas pour travailler, pour simplement respirer. J'ai raison? Oui, alors là c'est le président de la communauté d'agglomération qui va répondre, c'est pas le maire. Excusez-moi. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on imagine la ville de demain. D'ailleurs, j'ai proposé qu'au mois de juin, autour de l'opération Montgolfière, on puisse faire là aussi un rendez-vous incontournable tous les 2 ans autour de la ville de demain. Et dans cette ville de demain, il y a bien sûr les pistes cyclables. Moi qui fais beaucoup de vélo, je ne sais pas si le ministre en fait, mais je suis un amoureux du vélo. Et effectivement, on a des pistes cyclables en France qui s'arrêtent au bout de 5 km de la ville de Thionville, puis qui reprennent 5 km après. Et je pense qu'effectivement, cela pourrait être un travail de collaboration pour développer tout ce qui est mode doux. On a un exemple, la piste Charles le Téméraire, qui parle de Trèves et qui arrive à Metz. Et puis, il y a d'autres éléments. Alors cela, ce n'est pas directement avec le ministre Bauch, c'est la réflexion sur les transports de demain. Puisque vous savez que Anne Gromersch avait évoqué ce monorail. Mais même si ça paraît très futuriste, il faut qu'on réfléchisse. Et je suis toujours de ceux qui essayent toujours de voir dans les 10-15 ans à venir, une fois que des projets sont réalisés, c'est de voir demain qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai que demain, il faut qu'on se projette déjà.
Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de villes qui ont adopté des téléphériques, hein, quelque chose qui était impensable. Il y a encore 20 ans, c'est Brest, je crois, qui a ouvert son téléphérique. Se dire, alors, un téléphérique pour le Luxembourg, ça serait difficile, mais après tout, peut-être automatiser cette taxe, parce que moi, je crois beaucoup à l'axe Thionville, enfin, on va dire Nord-Lorraine-Luxembourg, qui pour moi est notre espace de vie. Cet espace de vie, c'est plus d'1 million, 1,2 million de personnes, 450 000 personnes au Luxembourg, 600 à 650 000 personnes, c'est plus d'1 million. On est au niveau d'une métropole. Et avec une démographie qui galope, hein. avec un PIB de nos amis luxembourgeois qui est très élevé. Et donc, pour moi, notre avenir, il doit s'inscrire dedans. Et moi, je veux que cet avenir continue. Je veux que cet avenir ne soit pas obscurci à un moment donné parce que un certain nombre de Français n'iront plus au travail au Luxembourg parce qu'ils se diront faire 2 heures aller, 2 heures retour, 4 heures par jour parce que on n'a pas réglé les problèmes de mobilité de manière générale. Et là, je parle bien des services à la personne, hein. Je ne parle pas du télétravail parce qu'effectivement, 50% des emplois sont des emplois dans lesquels il faut être vraiment, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les hôpitaux, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent dans les hôpitaux luxembourgeois. Et donc ça, il faut être auprès des gens. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion main dans la main. Et quand le ministre dit le télétravail, c'est un des éléments, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur 2 choses. Là, je crois qu'on a partagé beaucoup. Mais d'une part, c'est un des éléments. Et le deuxième, et je le dis avec force, ce n'est pas au gouvernement luxembourgeois de payer des espaces de coworking en France. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et dans l'interview que vous aviez donnée, j'étais immédiatement en phase dans cette interview. Je ne vois pas en quoi l'État luxembourgeois a à payer des espaces. C'est aux entreprises de se mobiliser, puisque c'est leur avenir, les entreprises. Vous savez, il y a des études qui ont été faites auprès notamment d'un gros groupe qui s'appelle PwC, qui doit interpeller quand même. Moyenne d'âge, 26 ans, durée moyenne dans l'entreprise, 3 ans. Ah, ça veut dire que maintenant, la génération qui nous suit, ils font 3 ans, puis ils arrêtent, quoi. Parce que la mobilité, la difficulté d'accéder à l'emploi, voilà. Et donc ça, je crois que notre avenir s'inscrit ensemble. On a compris votre passion, monsieur le maire. Je termine sur une note souriante. On découvre donc sur le salon la nouvelle charte graphique du S-Hub. C'est légèrement girly. C'est voulu ? Rose, blanc et noir. Non, écoutez, alors c'est pas moi qui... La charte graphique, vous avez validé ça, on est d'accord. Enfin, je ne l'ai pas directement validé, c'est les services qui l'ont validé, avec la Sodevam. C'est évidemment un sourire. Non mais par contre, la publicité qui est marquée Luxembourg égale 0 km, je trouve que c'est magnifique, parce que ça montre bien cet espace européen qui nous anime ici. The smart way to work, l'intelligence. Faire de l'intelligence ensemble. Monsieur le ministre, il reste 1 an au Grand-Duché de Luxembourg pour présider le sommet de la Grande Région. Votre sentiment du travail bien fait, ce sera après quelle réussite ? Des réussites très, très concrètes, hein, très peut-être pas spectaculaires. Hein. Je crois que des réussites, d'améliorer les transports en commun, de réussir un projet comme celui-là, peut-être d'approcher une solution au niveau la fiscalité et la sécurité sociale, qu'on trouve là une sorte de modus vivendi, et puis de construire des choses ensemble. Je crois que j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit sur le numérique. Je crois que le numérique, c'est l'avenir économique de la région. Hein, nous passons de l'économie sidérurgique, etc., vers maintenant une économie tout à fait différente. Et là, il y a beaucoup de choses à construire en commun, y compris la formation, puisque derrière le numérique, il y a des personnes. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc nous devons réfléchir. Ça, c'est un de mes soucis personnels. Et d'ailleurs, la conférence qu'on aura sera très axée sur ce volet de la formation, de la requalification des personnes à l'âge du numérique. Je crois que ça, c'est un défi commun. Et si nous pouvons partager des expériences et construire des choses en commun, ce serait un beau succès. Vous parlez d'une conférence qui aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg dans quelques jours, au mois de novembre, dans le cadre de la présidence. Pierre Cuny, peut-être un dernier mot ? Que dit le ministre, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles il faut que nous créions ici du côté français le pôle métropolitain transfrontalier dans lequel comme compétence on pourrait imaginer
la mobilité. Donc là, il y aurait un interlocuteur du côté des 356 000 habitants et la formation. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable, c'est de travailler main dans la main pour savoir quelle main-d'œuvre formons-nous dans notre grande région. Messieurs, merci beaucoup pour avoir participé à ce débat très très intéressant. Nul doute, on se retrouvera pour continuer de parler de mobilité et de numérique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt, soyez heureux.